Communication suivante qui concerne l'ophtalmologie par Antoine Brézin, qui va commencer tout de suite. Merci beaucoup. Je suis toujours très intimidant de venir parler dans un aussi prestigieux. Puis c'est intimidant pour l'ophtalmologiste parce qu'on est quand même un petit peu l'extrême périphérie de la chirurgie, même si on est une discipline chirurgicale. Alors je vais commencer par vous parler de l'intervention de la cataracte. D'abord parce que c'est l'intervention la plus pratiquée, et les chiffres sont en perpétuelle augmentation. Les chiffres 2016, c'est près de 800 000 interventions de la cataracte, et ça ne fera que croître. D'abord parce que les besoins d'autonomie des sujets âgés sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, à part les très grandes villes, tous les commerces, les services de proximité, même les hôpitaux sont en général en périphérie, et ne pas conduire un véhicule, eh bien, c'est tout de suite perdre un degré d'autonomie. Et puis le deuxième facteur, c'est tout simplement les performances extraordinairement augmentées, améliorées de cette chirurgie, une fiabilité devenue exceptionnelle, des taux de complications extrêmement faibles. J'ai entendu parler tout à l'heure d'infection. Nous, on considère qu'on a un service qui n'est pas très performant si on est à 1 cas pour 1000 d'infection nosocomiale en chirurgie de la cataracte. Et nos taux de succès, nos chirurgies sans complications sont dans les bons services de 99,5%. C'est donc une chirurgie qui est extrêmement fiable, avec une population vieillissante et une population en grand besoin d'autonomie. Et donc, on a du pain sur la planche. Et, parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, la démographie des ophtalmologistes étant ce qu'elle est, on a des soucis à se faire. En tout cas, on aura beaucoup de travail. Alors, la chirurgie de la cataracte, pour vous imaginer ce que c'est que la cataracte, c'est pas mal de se pencher sur les toiles de Monet, qui a été donc un des premiers impressionnistes, comme vous le savez, mais qui a été opéré de la cataracte. Il a été opéré de la cataracte par le chirurgien que lui avait recommandé Clémenceau, qui était le docteur Coutla. Et des mauvaises langues ont vu derrière la montée de l'impressionnisme, en fait, une vision qui baissait, avec une peinture qui se faisait de plus en plus par impression. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne pense pas que l'impressionnisme soit né d'une mauvaise vision, mais toujours est-il qu'on voit dans la peinture de nombreux peintres, y compris dans Monet, chez Monet, on voit des marrons de plus importants, on voit un manque de précision qui va être évidemment ensuite réversible, malgré le caractère très imparfait de la chirurgie dont il avait bénéficié à l'époque. Alors voilà ce que c'est que la cataracte. Vous avez en haut à gauche une cataracte blanche totale, donc ça c'est un patient qui ne voit plus que la perception, qui n'a plus qu'une perception lumineuse, qui est plus capable juste de faire la différence entre le jour et la nuit. Vous imaginez un cachet d'aspirine à la place d'une lentille. Vous avez en haut à droite une cataracte brune extrêmement évoluée. Pour imaginer la vision d'un patient qui a ça, c'est comme si vous aviez 6 paires de lunettes de soleil les unes sur les autres, et donc vous voyez quasiment plus rien, la lumière ne passe quasiment plus. Vous avez en bas à gauche une cataracte en cristaux, véritablement des diamants, des protéines qui sont cristallisées de manière anormale, et vous imaginez bien que ces cristaux vont diffracter la lumière. Imaginez quand vous conduisez, si vous aviez ça au milieu de votre pare-brise, combien il serait difficile d'avoir une vision du piéton que vous êtes susceptible de croiser à contre-jour. Et puis une cataracte corticale, ici, avec toutes ces opacités dans le cristallin qui, de manière moindre qu'en bas à gauche, mais de manière significative néanmoins, vont diffracter la lumière et gêner considérablement la vision. Alors, la chirurgie de la cataracte, elle existe depuis toujours. Il y a dans les traités de l'Antiquité, il y a dans les hiéroglyphes égyptiens, de nombreuses techniques qui sont décrites avec des hiéroglyphes qui représentent les instruments de chirurgie ophtalmologique. Mais à l'époque, et jusqu'à cet homme, Jacques Daviel, qui a été membre de l'Académie de chirurgie de Paris, jusqu'à Jacques Daviel, la chirurgie de la cataracte, ce n'était pas une extraction, c'était une bascule. C'est-à-dire que je ne vais pas dire les chirurgiens, mais les hommes de l'art, en Afrique, c'est associé d'ailleurs à une signification religieuse assez forte, prenaient une toute petite aiguille, une petite lancette chez les Égyptiens, et puis attrapaient le cristallin et le faisaient basculer dans le vitré. Alors quand on était dans des stades de cataracte aussi épouvantables que ce que vous voyez en haut à gauche, le cristallin qui se bascule dans le vitré, eh bien on part de rien du tout et on a un tout petit peu, et donc c'est pas mal. On revoit les ombres, les formes, on peut voir que quelqu'un rentre dans une pièce, mais c'est pas terrible.
Jacques Daviel, donc, qui était chirurgien, qui a été, vous voyez ici avec sa croix qui lui avait été décernée par Louis XV, a été le premier à imaginer qu'on pouvait extraire le chirurgien, et vous voyez, la cataracte, pardon, le chirurgien aussi on peut l'extraire, mais il est souvent extrait du bloc opératoire dans des circonstances lorsque son travail ne convient plus, mais en tout cas, Jacques Daviel avait réussi à donc imaginer et réaliser donc cette extraction du cristallin. Donc au lieu d'avoir cette bascule qui était extrêmement inflammatoire, on sortait le cristallin de l'œil. On n'était toujours pas dans la prothèse, puisqu'on enlevait quelque chose qui était opaque, on le remplaçait avec des énormes lunettes d'AFAC. Et je vous rappelle par exemple le général de Gaulle a été opéré à une époque où il n'y avait pas encore d'implant, et donc il était AFAC à la fin de sa vie. Il avait pour corriger son aphakie de très épaisses lunettes avec lesquelles il n'y a quasiment aucune photo de lui parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit en public avec ses grosses lunettes d'AFAC, parce que tout simplement l'implant n'existait pas. Voici une vision d'AFAC, c'est-à-dire qu'on enlève un cristallin, il n'y a rien pour le remplacer, et donc comme il n'y a pas de lentille, il n'y a plus du tout de filtre, et la lumière part beaucoup plus vers le spectre du violet, de l'ultraviolet, et vous connaissez au musée de l'Orangerie ces nymphéas, dont les détails ont été peints par Monet après son opération de la cataracte. Alors quand est-ce qu'on arrive à l'inerte, quand est-ce qu'on arrive à l'implant? Eh bien, comme souvent, ce sont les guerres qui donnent l'occasion de faire des grandes avancées dans plein de domaines, mais également dans le domaine médical. Pourquoi est-ce que je vous ai mis un Spitfire de la Royal Air Force de la Deuxième Guerre mondiale en haut à droite? Eh bien, parce que l'homme qui est en haut à gauche, Sir, parce qu'il a été anobli ensuite par la reine, Sir Harold Ridley, chirurgien ophtalmologiste, jeune ophtalmologiste en charge des hôpitaux militaires anglais, voyait revenir ces pilotes de la RAF qui avaient été soumis à la mitraille des avions allemands. Et les cockpits de Spitfire étaient en plexiglas, et Ridley remarque qu'on peut laisser des morceaux de plexiglas dans l'œil, et qu'en fait c'est moins pire de les laisser que parfois d'essayer de les enlever, parce que ces morceaux de plexiglas sont extrêmement bien tolérés. Et donc il a l'idée de tailler ces morceaux de plexiglas en lentilles, et vous voyez ici son implant sur ce timbre commémoratif édité par le Royal Mail anglais, du premier implant qui a été dessiné par Aaron Ridley. Alors inutile de vous dire que ces travaux ont été extraordinairement décriés, et la génération juste avant moi en ophtalmologie s'est battue entre ceux qui étaient contre et qui considéraient que c'était satanique de mettre un corps étranger dans l'œil, et ceux qui étaient pour et qui considéraient que c'était une avancée extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il y avait un camp des contre? Ce n'était pas uniquement de la philosophie, mais cet implant, il est en champ antérieur. Il n'est pas dans la position anatomique normale d'un cristallin. Sa position devant l'iris place ses supports ou haptiques, ces quatre petites pattes que vous voyez sur l'image, les place au contact des cellules de la cornée. Ces cellules endothéliales n'ont pas de mitose, on a un stock à la naissance, et tout contact entraîne une perte cellulaire au contact du tissu étranger. Si au cours d'une chirurgie on touche une cellule endothéliale, eh bien on crée immédiatement une destruction de la zone des cellules qu'on a touchées avec un instrument. Donc vous voyez qu'il y avait 4 zones de perte cellulaire. On perdait avec ces implants de l'ordre de 5% par an. Et donc si on partait avec 2000 cellules par millimètre carré d'endothélium, si on se faisait implanter à 80 ans et qu'on avait une espérance de vie de 5 à 6 ans, ça allait bien. Mais si on implantait quelqu'un de plus jeune, la courbe logarithmique impitoyable de la perte cellulaire aboutissait à la décompensation cornéale. Donc voilà pourquoi il y avait tout ce débat, jusqu'à ce qu'on arrive à des implants qu'on sache poser en situation anatomique. Donc qu'on sorte de ces implants de chambre antérieure, dont je vous montre ici un autre exemple, après une chirurgie épouvantable, où l'iris a été déchiqueté par la chirurgie, le support normal de l'implant a été donc abîmé, et on a donc ici un implant également placé en chambre antérieure avec des supports qui ont été améliorés par rapport à ceux de Ridley, mais qui néanmoins inexorablement aboutiront à des altérations de la cornée. Donc on a maintenant des nouveaux implants avec des enjeux qui sont tout à fait précis. Il faut que c'est des implants qui aient une stabilité de forme,
Évidemment, comme ce qui a été discuté dans les autres disciplines, il faut qu'il y ait une stabilité des matériaux. Pour nous, ce qui est très important, c'est la perfection optique. Et vous voyez, là, pour vous donner un ordre de grandeur, le diamètre de la cornée, hein, c'est environ 11 mm. Le diamètre de l'optique d'un implant, c'est 6 mm. Il faut qu'on sache faire passer ces implants par des toutes petites incisions, car quand on fait une grande incision, on déforme la cornée et donc on crée un astigmatisme. Donc il faut qu'on ait des implants qui soient capables de se déformer pour rentrer dans l'œil, puis ensuite donc de rester stable et être rentré par la plus petite incision possible. Il faut que ça soit facile à poser et il faut, si possible, vous allez voir tout à l'heure, que l'implant placé dans la situation anatomique du cristallin, dont on a gardé uniquement l'enveloppe ou capsule, permette de prévenir l'opacification capsulaire postérieure, qu'on appelle aussi cataracte secondaire. Alors, voici un implant moderne. L'incision que vous voyez là mesure 2,2 mm. L'implant est roulé dans un tube qui est exactement comme une cigarette. Hein. Il va se rouler à l'intérieur, puis se déployer dans l'œil. Et je vais vous montrer comment ça se passe avec une dernière génération d'implants. Ils arrivent préchargés. On peut ici mettre de l'acide hyaluronique, il y a différentes formes de produits dits viscoélastiques. Vous voyez l'implant qui va se comprimer dans son roule comme son tube de cigarette. Et puis ici l'incision qui fait 2,2 mm. Vous voyez le viscoélastique qui rentre, l'œil qui part un petit peu parce qu'on essaie vraiment de faire la plus petite incision possible. Et puis l'implant qui se déploie. Vous avez vu la première haptique qui avait une forme en point d'interrogation. Patte de l'implant. Ici, on place l'implant. Vous voyez qu'il est derrière l'iris, dans la position naturelle du cristallin dont on a vidé le contenu pour ne garder que l'enveloppe. Il n'y a plus ensuite qu'à rincer le produit viscoélastique. Le tour est joué. Et on a quasiment restitué l'anatomie normale de l'œil en mettant donc un cristallin artificiel ou un plan dans une position anatomique avec une tolérance parfaite, des incisions toutes petites et une stabilité dans le temps qui fait que les patients demandent « Mais alors docteur, c'est pour combien de temps mon implant ?» Et la réponse c'est à vie. L'implant, il n'y a pas d'usure à la différence d'autres disciplines puisqu'il n'y a pas de contrainte mécanique. Ma réponse à mes patients qui me demandent si l'implant durera est celle de leur montrer une vitre en disant « Vous voyez, il n'y a pas d'usure sur une vitre parce qu'il n'y a pas de contrainte mécanique qui s'y exerce. » Alors évidemment, il y a des tas d'enjeux. Je dois ces clichés à mon maître Gilles Renard, qui avait étudié en microscopie électronique les premiers implants. Les premiers implants n'étaient pas monoblocs. Vous voyez qu'ici, il y a les anses, les haptiques, ce qui permet d'assurer la stabilité de l'implant, étaient rapportés. Et vous voyez que dans les finitions, entre la jonction entre la partie optique et la partie optique de l'implant, eh bien, il peut y avoir différents problèmes. Vous voyez ici des craquelures dans ces jonctions. Et vous voyez qu'un des premiers fabricants avait eu l'hubris de signer son implant ici avec la marque que vous pouvez deviner et qui n'était pas forcément la meilleure idée en termes de tolérance d'un matériau inerte à l'intérieur d'un œil. Donc les enjeux pour nous, c'est non pas le rejet, parce que sur le plan immunologique, il n'y a pas de lymphocytes circulant dans l'œil, vous savez qu'il y a un privilège immunologique de l'œil. Il n'y a pas le rejet, mais c'est la stabilité du matériau dans le temps. Je vous montre ici donc, un de mes patients opéré par un des implants qui a été celui qui a été le plus posé dans le monde et pour lequel on s'inquiète un tout petit peu car au cours du processus de fabrication, c'est un implant qui a été fabriqué dans le sud du Texas ou au Mexique, et bien des petites gouttelettes, micro-gouttelettes d'humidité qui sont glissées dans le polymère, c'est de l'acrylique, vous voyez, avec le temps donne ce petit glistening. Et on ne voudrait pas avoir la cataracte de l'implant. Alors, ce sont des phénomènes qui se voient avec nos appareils d'examen de la lampe à fente, qui ont généralement pas de retentissement fonctionnel et les patients peuvent garder 10 dixièmes, mais qui sont néanmoins un tout petit peu préoccupants. Et pour nous, l'ambition d'avoir des implants qui réellement vont garder toutes leurs propriétés optiques pendant toute la vie du patient est au premier plan de ce que nous cherchons à faire. Alors évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai annoncé des taux de succès absolument faramineux. Il n'y a pas de chirurgie sans risque, il peut y avoir des complications. Elles sont généralement non pas dues à l'implant, mais aux stades qui ont précédé la pose de l'implant, lorsqu'on a abîmé le sac capsulaire. Et vous voyez ici donc un implant subluxé, dit en coucher de soleil, et le coucher de soleil peut être plus ou moins avancé, ici en plus avec des reliquats de cristallins qui n'ont pas été correctement enlevés. Et puis il peut y avoir des rayures, ce phénomène de contrainte extrêmement forte, de contrainte mécanique lorsqu'on comprime l'implant pour le faire rentrer, eh bien vous imaginez
le canon d'un fusil, s'il y a une rayure sur ce canon, eh bien, ce qui passe à travers le canon va être rayé, et vous voyez ici un implant qui a été rayé. Ici, heureusement, la rayure est périphérique, et quand l'iris va être un peu plus en myosis, ça n'aura pas de retentissement fonctionnel, mais néanmoins, si la rayure est en plein centre, c'est préoccupant. D'où le progrès de ces implants qui arrivent préchargés et qui évitent d'avoir à faire des manipulations pour les préparer et les faire rentrer dans l'œil. La cataracte secondaire, ou opacification... J'ai dépassé mon temps par là ? Pardon. La cataracte secondaire ou opacification capsulaire postérieure, eh bien, c'est l'enveloppe du cristallin qu'on laisse et qui sert de support à l'implant, qui, en quelque sorte, a envie, les quelques cellules épithéliales qui restent à la surface de cette enveloppe, qui ont envie de refaire un cristallin. Et vous voyez ici, donc ces cataractes secondaires là, qui entraînent une baisse d'acuité visuelle. Fort heureusement, depuis le début des années 80, existe un laser à impulsion courte, dit laser IAG, et on peut, sans avoir à amener à nouveau le patient au bloc opératoire, découper ici, au sein de cette capsule postérieure, un hublot qui redonne immédiatement l'acuité visuelle que le patient avait après sa chirurgie. Et donc on arrive à un tel niveau d'aboutissement, de perfection, qu'on a maintenant, on s'invente des enjeux supplémentaires. Et l'enjeu supplémentaire pour nous, c'est d'arriver à la chirurgie réfractive de la cataracte. Depuis quelques années, on sait corriger les astigmatismes. C'est-à-dire que les fabricants d'implants savent non seulement faire une sphère, mais savent faire un tore, c'est-à-dire une ellipse tridimensionnelle, pour aller, et on peut mesurer l'astigmatisme en préopératoire, placer l'implant dans une orientation, vous voyez ici nos repères, les 4 petits points ici et les 4 petits points là qui nous servent de repères, et on peut placer l'implant précisément dans une position prédéterminée. Nos microscopes opératoires les plus performants peuvent directement nous projeter en réalité virtuelle en chirurgie l'axe dans lequel il faut apporter l'implant en ayant fait une reconnaissance aérienne pour que l'image, quelle que soit la direction du regard du patient, soit la même et permette au chirurgien d'orienter le placement le plus précisément possible de son implant. Et puis, il n'y a sans doute pas de presbyte dans la salle, donc ça ne concerne personne. Si, quand même, il y en a quelques-uns. L'enjeu pour nous, c'est évidemment de corriger la presbytie, parce que là, le marché est universel. Tout le monde, après 45 ans, est presbyte. Donc il existe des implants multifocaux, c'est-à-dire, vous voyez ici ces anneaux, et en fait, il y a, selon le trajet de la lumière peut passer par l'un ou l'autre de ces anneaux, et donc donner 2 images, en fait, si c'est un implant bifocal, trifocal, si c'est un implant trifocal, mais projeter à la fois une image de près et de loin sur la rétine pour essayer donc de se permettre que le patient soit, comme disent les anglo-saxons, indépendant de ses lunettes. Alors évidemment, il y a des imperfections. Vous voyez que ces anneaux peuvent créer des diffractions, peuvent diminuer les contrastes, peuvent générer des anneaux, peuvent gêner la conduite de nuit. Mais pour des patients qui sont prêts à accepter tous ces compromis pour ne pas avoir de lunettes, eh bien, on peut les proposer. Ils représentent aujourd'hui environ 5% des implants qui sont posés en France. Et le rêve absolu, le Graal, c'est l'implant qui serait accommodé, c'est-à-dire reproduire la déformation du cristallin tel qu'on l'a quand on est jeune, c'est de permettre à la fois de voir de près et de loin. Ici, c'est un implant qui était très prometteur, avec des charnières ici qui permettaient de transmettre les forces du muscle ciliaire pour déplacer un tout petit peu l'implant, et un déplacement d'1 millimètre de l'optique de l'implant permettrait de corriger la presbytie. Malheureusement, eh bien, les résultats ont été beaucoup plus décevants que ce que laissait envisager le fabricant. Mais c'est un énorme sujet qui est l'objet de milliards d'investissements, avec Google qui est rentré dans la partie en s'alliant avec un des plus grands laboratoires de produits de biomatériaux ophtalmologiques. Car vous imaginez, si on arrivait à créer des micromoteurs, si on arrivait à reproduire cette accommodation, eh bien, vu le nombre de presbytes sur la planète, le marché serait fantastique. Alors au-delà de la cataracte, et je dois ce cliché à mon commentateur, qui est un spécialiste du glaucome, Antoine Labbé. Au-delà de la cataracte, il y a d'autres biomatériaux, d'autres matériaux inertes qui sont utilisés en ophtalmologie. La chirurgie du glaucome, son grand enjeu, c'est lorsqu'on crée une filtration artificielle d'une humeur aqueuse en surpression dans la chambre antérieure, c'est d'assurer un drainage pérenne
sans que se rebouche la fistule chirurgicale qu'on a créée. Eh bien, on peut, dans les cas délicats, pas en première intention généralement, mais dans les cas délicats, mettre en place ces tout petits tuyaux que vous voyez ici sur la flèche. Et vous voyez ici implanté dans l'œil, le diamètre est plutôt inférieur à 1 mm. Voici ici en fort grossissement ces tubes dits de Molteno. Il existe de nombreuses variantes aujourd'hui. Les kératoprothèses. Alors là, c'est vraiment le défi ultime, puisque la cornée, c'est ce qui est au contact d'un côté avec l'air et de l'autre côté avec le vivant. Et mettre en place un matériau capable d'affronter le monde extérieur d'un côté et le monde vivant de l'autre, eh bien, c'est un défi extraordinaire. Pour l'instant, c'est une chirurgie que moi je qualifie plutôt d'une chirurgie du désespoir, mais que ceux qui la pratiquent, ici un cliché que je vois à l'obligence de Jean-Marc Leget, qualifient plutôt de chirurgie de l'espoir. Vous voyez ici quelqu'un qui a été victime d'une brûlure caustique terrible lors d'un accident industriel, avec donc une base qui a détruit complètement sa cornée, qui a été néovascularisée. On ne peut plus imaginer une greffe, car cette vascularisation, cette néovascularisation cornéenne entraînerait immédiatement un rejet d'une greffe de cornée. Eh bien, ces prothèses, ces kératoprothèses peuvent permettre de redonner pendant quelque temps une vision avec un regard très particulier, mais ça sera temporaire car finalement tous ces kératoprothèses finissent, quasiment toutes en tout cas, finissent un jour ou l'autre par se désolidariser ou s'infecter. Donc aujourd'hui, ça n'est qu'une panacée très temporaire. Le dernier domaine dans lequel énormément d'espoir et d'argent est investi, c'est celui des rétines artificielles. D'une part pour les maladies génétiques de la rétine, mais qui sont rares, d'autre part surtout pour une maladie qui est devenue un énorme problème de santé publique, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Lorsque la rétine donc dégénère, ici une forme avec néovascularisée, au-delà de toute ressource thérapeutique, avec de la fibrose sous la macula, eh bien il y a un certain nombre d'implants qui ont été imaginés pour essayer de recréer des stimuli électriques qui seront ensuite transmis à ce qui reste de fonctionnel au niveau de la rétine, puis au nerf optique. Il y a de nombreux industriels qui se sont lancés là-dedans, mais vous voyez que les nombres de patients traités sont encore très limités. 30 personnes ici, 3 personnes là, 19. On est vraiment dans l'embryon du développement, mais beaucoup d'espoir. Malheureusement, vous voyez quand même qu'on est encore très grossier. Vous voyez ici une rétine avec un implant qui est posé. Les défis sont considérables. Il faut arriver à alimenter sur le plan électrique ces capteurs, en fait ces CCD qu'on place sur la rétine, mais surtout, imaginez comment est-ce qu'on transmet l'information ensuite aux cellules ganglionnaires qui sont encore fonctionnelles pour qu'elles le repassent au niveau du nerf optique. Comment est-ce qu'on alimente, comment est-ce qu'on crée l'image avec une caméra externe et puis ensuite qui permettrait de donner l'image du monde extérieur, de la transposer sous forme d'impulsion électrique au niveau de la rétine. Et vous voyez la grossièreté, même si ceci est vraiment ce qui se fait de mieux, la grossièreté de la prothèse, de l'inerte, par rapport à la finesse du vivant que vous voyez derrière. Et donc c'est un peu quand même, il y a 1 million de fibres optiques qui passent dans un nerf optique normal. Et donc vous voyez qu'on est quand même encore très loin d'arriver à restituer un circuit neuronal électronique face à une rétine qui est défaillante. Mais je crois que vous invitez la semaine prochaine José Anassaël qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il est l'homme qui développe ceci le plus en France. Enfin, il y a des limites toujours à ne pas dépasser. Quand j'étais en salle de garde, qu'est-ce qui différencie Dieu et un chirurgien? Dieu, lui, ne se prend jamais pour un chirurgien. Il y a des chirurgiens qui ont été trop loin et des patients qui, probablement influencés par une idéologie qui était en vogue de l'autre côté du Rhin il y a 75 ans, ont toujours pensé que les yeux bleus c'était mieux que tout et qui n'ont pas hésité. Voici le regard d'une patiente qui est venue me consulter récemment. Quand on regarde de très près, vous voyez que ce regard est très artificiel, puisque sa couleur normale des yeux, celle qu'elle avait avant, mais qu'elle rêvait de changer, était marron. Et vous imaginez, si je vous ai dit tout à l'heure que les implants dessinés par Harold Ridley détruisaient la cornée au fur et à mesure, vous pouvez imaginer qu'après le court plaisir d'avoir eu pendant quelques mois les yeux bleus, les dégâts terribles que ce type d'implants peuvent causer. Cette patiente est en train de perdre sa cornée, avait eu une réaction inflammatoire majeure. Et je vous montre ici le film de notre chef de clinique qui enlève, quand il est encore temps, avant que la cornée ne soit complètement détruite, cette iris artificielle
qui n'avait pas été posé en France. En France, évidemment, ça n'a pas été approuvé, mais qui est allé se le faire poser dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée. Et si vous allez sur Internet, vous cherchez un peu, vous verrez les pages de publicité. Enfin, il paraît qu'il aurait arrêté très récemment, mais enfin, il continue encore l'année dernière. Ce collègue chirurgien qui n'avait pas froid aux yeux et qui proposait, moyennant des espèces très trébuchantes, très sonnantes, à des malheureuses victimes, d'aller changer la couleur de leurs yeux. Et vous voyez ici l'extraction de cette terrible prothèse. Voilà ce que je voulais partager avec vous en images aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'étais très honoré de votre invitation. Merci. Antoine va faire quelques commentaires. Très bref, merci beaucoup Monsieur le Président, chers maîtres, mesdames et messieurs. J'ai été très honoré par l'invitation d'Antoine Brézin à faire des commentaires sur sa présentation. On a entendu notre collègue Bitker parler de philosophie, et c'est vrai que qu'est-ce qui différencie l'inerte du vivant? Le chirurgien ophtalmologique, lui, ne se pose pas la question. Tous les jours, il implante des implants, il met des lentilles de contact, et c'est vrai qu'Antoine Brézin ne nous a pas parlé, mais ça fait partie du travail de l'ophtalmologiste. Poser des lentilles sur l'œil, c'est aussi une interaction entre le vivant et l'inerte et le vivant. Jusqu'aux prothèses rétiniennes, je crois que très bientôt vous allez avoir une présentation de José Sahel sur ces prothèses, qui est l'aboutissement complet où l'inerte ne va plus remplacer un tissu mais une fonction importante, un sens, la vision. Donc l'ophtalmologiste est très stimulé par ce rapport inerte-vivant. Pour vous donner une anecdote, j'étais il y a peu de temps en Chine, et mes collègues chinois de la cataracte font entre 60 et 80 chirurgies de la cataracte par jour, ce qui fait entre 7000 et 8000 interventions par an. Donc l'ophtalmologiste, l'inerte, il implante beaucoup d'inertes, et c'est vrai qu'on a cette chance du privilège immunitaire de l'œil de pouvoir mettre ces implants même chez les jeunes enfants sans que cet implant se dégrade avec le temps. Antoine Brézin nous a aussi bien montré que ces implants peuvent être mis pour d'autres interventions. On a vu la cataracte, mais ça existe aussi le glaucome, qui est une pathologie majeure dans laquelle il y a beaucoup de progrès à faire. Et puis aussi, compte tenu de ce privilège immunitaire, implanter des systèmes qui vont relarguer des médicaments. On utilise déjà aujourd'hui en ophtalmologie des systèmes inertes qui vont permettre de relarguer des médicaments dans le temps pour éviter la mauvaise observance de certains patients ou pour délivrer des médicaments au plus près de leur site d'intérêt. Et donc pour lancer la discussion, moi j'ai une question à poser à Antoine Brézin. Ça, c'est remplacer le vivant par de l'inerte. Quand est-ce qu'on va pouvoir améliorer le vivant avec de l'inerte? Et quand est-ce qu'on va avoir finalement un implant? Quand est-ce que Google va nous faire un implant intraoculaire qui, en plus de compenser la cataracte, de compenser la presbytie, va pouvoir nous donner des informations utiles qu'on pourrait avoir en réalité augmentée? C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, va s'adresser le nom de la personne à qui je m'adresse, son CV, éventuellement ses antécédents médicaux ou chirurgicaux. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut imaginer dans un futur proche? Tout ça fait un peu rêver, mais c'est vraiment très intéressant. Ouais. En regardant les nuages, on aura la météo, c'est truc comme ça. Y a-t-il des questions sur l'inerte en ophtalmo? Oui. Une question d'un néophyte. Est-ce qu'il y a besoin, ou est-ce que ça existe, un remplacement prothétique du corps vitré, qui est souvent encombré de mouches volantes, de corps étrangers qui viennent avec le vieillissement? La vitrectomie est une intervention qui est couramment pratiquée, et lorsqu'on fait une vitrectomie, on remplace un gel qui a un peu la consistance du blanc d'œuf pas cuit, on le remplace par du sérum en fait. Donc on le remplace par il est remplacé par de l'humeur aqueuse in fine dans l'œil. Donc on remplace un gel par un liquide et l'œil s'en porte pas plus mal quand il faut le faire. En revanche, l'indication par les mouches volantes, c'est-à-dire le décollement postérieur du vitré, qui est quelque chose de physiologique, ne doit pas conduire, sauf quelques chirurgiens qui sont très orientés vers des espèces sonnantes et trébuchantes qui vont proposer, mais il ne faut pas le faire pour cette seule indication de corps flottant, car il y a quand même des complications de la vitrectomie, et notamment le fait que chez les patients qui n'ont pas été opérés de cataracte, le fait de faire une vitrectomie induit quasiment systématiquement une cataracte dans les 6 à 12 mois qui suivent. Et même si on a déjà été opéré de la cataracte, le fait d'enlever le corps vitré est associé à un nombre non négligeable de complications secondaires, des décollements de rétine secondaires. Donc la vitrectomie se fait couramment, mais le motif corps flottant doit être récusé. Qu'est-ce que c'est que récemment j'ai eu le cas d'un patient, on lui a dit on va vous tirer au laser sur votre
implant? Alors, en fait, je pense que plus que sur l'implant, c'est sur la cataracte secondaire, c'est-à-dire que l'image que j'ai montrée tout à l'heure, on met un implant, puis les cellules épithéliales qui restent sur la capsule postérieure essayent de proliférer et de refaire un cristallin. Elles n'y arrivent pas, mais elles donnent un aspect dépoli parce que nous laissons en fin de chirurgie complètement transparent. Et donc, on découpe au laser. C'est une invention française. Hein. C'est Daniel Arborosa qui travaillait à la Fondation Rothschild dans les années quand j'étais interne, il y a une trentaine d'années, qui avait collaboré avec un physicien pour développer ses premières applications en ophtalmologie de ces lasers YAG, à impulsion extrêmement courte. On est dans le domaine de la nano, de la picoseconde. Et donc chaque impulsion permet de faire une découpe en fait sous l'angle de choc, et on découpe en timbre-poste, donc ou d'autres manières d'ailleurs, la capsule postérieure, et on rend à nouveau transparent l'axe optique. Dernière question. L'œil artificiel comme le cœur artificiel. L'œil, c'est comme l'a dit Antoine, l'œil, c'est en fait c'est une somme de tissus, c'est la cornée, c'est la chambre antérieure, l'iris, le cristallin, la rétine. Donc le tout d'un coup artificiel avec une cellule souche merveilleuse, et puis en plus ce tout d'un coup artificiel qui serait relié au cerveau, parce que l'œil, en fait, la partie rétine n'est qu'une extension du cerveau. Là, je suis un peu pessimiste en tout cas sur la probabilité que je vois ça de mon vivant. Voilà. Oui, je pense quand même que dans la rétine artificielle, j'aimerais bien connaître, parce qu'il y a eu la même chose en fait, sans le mettre dans la rétine. On peut mettre une caméra sur le front et la mettre sur le cerveau. Où vous en êtes de ça? Je sais, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est ça là finalement. Moi je pense que si vous revenez la semaine prochaine, il y a vraiment l'homme de l'art qui vient. Hein, mais parce que c'est Antoine et moi, si vous voulez, le cœur artificiel, c'est parce qu'on veut peut-être le mettre là. Parce que vous savez que si on se balade avec une brouette, ça marche pas mal déjà. Le cœur artificiel, le problème, c'est qu'il faut le mettre. On voudrait le mettre dans l'œil. Donc le casque avec une caméra, c'est moins gênant peut-être qu'une brouette avec un cœur. Ce que fait Essilor, non mais vous savez pas faire. Ce que fait Essilor aujourd'hui, Essilor qui est en train de s'impliquer beaucoup sur la malvoyance, Essilor vend aujourd'hui des lunettes qui sont des lunettes. Vous regardez un texte avec les lunettes et il y a une reconnaissance de caractère. Et ce qui est la ligne qui est lue, vous est lue à voix haute. Moi, je les ai testés au dernier congrès de la Société française d'ophtalmologie, c'était bluffant. Et au-delà de ça, l'ambition, c'est que vous regardez un autobus, la lunette vous dit, vous regardez l'autobus et vous dites que c'est le 92. Donc ça n'a rien à voir avec de la rétine artificielle, c'est juste de la bonne électronique. Et ça, c'est un développement qui est considérable. Et je vous en passe. Mais donc, le soin entre guillemets palliatif du handicap visuel, parce que c'est ça, est vraiment en train d'être révolutionnaire. Très bien, merci beaucoup. On passe à la dernière session. Devant le public.